Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire un topo assez basique sur le fond d'œil qui est un grand classique mais qu'il est indispensable de savoir interpréter correctement pour le CN puisqu'on vous posera souvent des questions avec des images de fond d'œil. Alors, un plan pour commencer, on verra le fond d'œil normal avec les différentes structures visualisables, la sémiologie élémentaire avec les différents types de taches blanches, les anomalies vasculaires et quelques autres anomalies, et on verra ensuite quelques exemples des pathologies principales qui peuvent tomber à l'ECN. Donc tout d'abord, de façon basique, voici un fond d'œil normal. Alors il y a un certain nombre de choses à savoir sur un fond d'œil normal, donc déjà tout simplement l'anatomie. Vous avez la papille ici, les vaisseaux rétiniens qui partent de la papille par là, savoir que les veines rétiniennes sont plus larges que les artères rétiniennes. Vous avez la région maculaire ici, avec donc la macula ou la fovea, qui sont donc des synonymes, et la foveola qui est le centre maculaire ici. Dans la papille, vous avez ce qu'on appelle, entre guillemets, le cup, qui est la petite région centrale, et le disque, qui est la grande région périphérique. On vous demandera souvent le rapport cup sur disque, notamment dans le cadre du glaucome. Il faut savoir que la papille désigne le côté de l'œil, c'est-à-dire que là par exemple vous avez un fond d'œil droit. Il faut savoir aussi que la papille est en nasale et que la macula est donc en temporale de la papille. Si on vous demande des localisations des différentes lésions, en particulier par rapport à tel ou tel cadran, il faut savoir un petit peu se localiser par rapport à la latéralité de l'œil et par rapport à là où on se trouve dans le fond d'œil. Alors un peu de sémiologie, on en a parlé la dernière fois dans le topo sur la rétinopathie diabétique, mais c'est des questions qui reviennent assez souvent et qui posent parfois problème. Il y a différents types de taches blanches. Alors on va voir ici un fond d'œil, là c'était une rétinopathie diabétique où on a deux types de lésions blanches. Vous avez ici des nodules cotonneux qui ont des contours plutôt flous et mal délimités, qui sont plus dufteux, c'est pour ça qu'on appelle ça des nodules cotonneux, ça ressemble à du coton. Et ici, ce qui est un peu plus brillant avec des contours un peu plus nets et bien délimités, c'est plutôt des exsudat secs. Donc vous voyez bien sur ce fond d'œil la différence entre ces deux types de lésions, à savoir qu'elles sont pathognomoniques de pas grand chose, c'est-à-dire que vous pouvez les retrouver dans un certain nombre de pathologies, la rétinopathie diabétique, la rétinopathie hypertensive, l'OVCR pour les nodules cotonneux, donc c'est spécifique de rien, mais c'est retrouvé dans un certain nombre de pathologies. Ensuite, à part les nodules cotonneux et les exsudat secs, on a d'autres types de lésions blanches qui sont les drusènes. Les drusènes sont plus polymorphes. Vous avez par exemple à gauche des drusènes de type dur qui sont plutôt assimilables à des exsudat secs, et à droite des drusènes mous qui sont dits des drusènes plutôt séreux, qui ressemblent plutôt à des nodules cotonneux. Alors là, c'est plutôt d'une part la localisation, d'autre part le contexte qui vont vous faire conclure plus à des drusènes qu'à des nodules cotonneux ou des exsudat secs, à savoir que les drusènes sont localisés en périmaculaire, donc tout autour de la région de la macula, et que le contexte est plus évocateur. Vous allez avoir un patient âgé avec des métamorphopsies, avec des anomalies évocatrices de DMLA, qui sont quand même pas les mêmes anomalies que celles que vous aurez avec des nodules cotonneux et des exsudat secs, ou comme je vous l'ai dit, c'est plutôt des pathologies vasculaires, des diabètes, etc. Donc voilà pour ces trois types de lésions qui sont souvent confondues. Ensuite, quelques anomalies vasculaires. Alors on voit sur cette première photo des hémorragies rétiniennes en taches. Donc à savoir que vous avez deux types, les hémorragies rétiniennes en taches et en flamèche, qu'on va voir tout de suite après. L'une ou l'autre n'est pas évocatrice d'une pathologie en particulier, mais d'une topographie, c'est-à-dire que les hémorragies en taches sont plus profondes dans la rétine, alors que les hémorragies en flamèche, que vous voyez ici, sont plus superficielles. Les hémorragies rétiniennes, vous pouvez les trouver dans un grand nombre de pathologies, c'est spécifique de pas grand-chose, mais il faut savoir les reconnaître. Ensuite, d'autres types d'anomalies. Là, on a des dilatations veineuses, en particulier ici en supérieur. Là, c'est très évocateur d'une occlusion de veine centrale de la rétine, où vous avez des nodules cotonneux, un œdème papillaire et des dilatations veineuses. Donc là, quand vous avez une dilatation de ce type-là, vous pensez tout de suite à une OVCR. Ensuite, un autre type d'anomalie qui là fait plutôt évoquer une pathologie en particulier, c'est les dilatations veineuses qui sont dites en chapelet. Vous allez voir des espèces de zones de striction à différents endroits des veines, et ces dilatations veineuses en chapelet sont évocatrices de lésions liées au diabète, donc de rétinopathie diabétique. Autre type de lésion là aussi évocatrice, les néovaisseaux. Donc là vous avez tout ce paquet qui sont des néovaisseaux
prépapillaires, puisqu'ils sont devant la papille, qui sont des vaisseaux anormaux, qui ne sont pas là normalement, et qui sont évocateurs du coup de rétinopathie diabétique proliférante. Ensuite, d'autres signes que vous pourrez voir, alors le classique œdème papillaire qui est plus ou moins marqué selon les cas. Là vous avez un œdème papillaire qui est relativement léger, donc la définition c'est tout simplement un flou des contours de la papille qui est normalement bien délimité, et là vous voyez que le contour est flou, vous avez entre parenthèses des petites hémorragies rétiniennes en flamèche qui, associées à l'œdème papillaire, sont assez évocatrices d'une noya. D'autres types d'anomalies, on l'a vu dans le topo sur le glaucome, là vous avez ce qu'on appelle une excavation papillaire avec un rapport cup sur disque qui va être supérieur à 0,3, là on pourrait dire 0,6, 0,8, donc pathologique et évocateur d'un glaucome chronique. Alors on va passer aux exemples, un certain nombre d'exemples de pathologies qui tombent souvent dans le CN. Là vous avez une occlusion de la veine centrale de la rétine. Alors un petit moyen mnémotechnique pour bien se rappeler les lésions que vous y retrouverez. Donc OVCR pour œdème papillaire, veine tortueuse et dilatée, nodule cotonneux et hémorragie rétinienne. On le voit ici, vous avez un œdème papillaire qui est majeur, des veines qui sont très dilatées et bien tortueuses effectivement, des nodules cotonneux un peu partout, en particulier autour de la papille, et des hémorragies rétiniennes littéralement sur toute la rétine, donc ça c'est typique d'une OVCR. A savoir que l'OVCR est quand même une pathologie très fréquente, donc ça tombera assez souvent, c'est favorisé notamment par l'hypertension oculaire et donc par le glaucome et les facteurs de risque cardiovasculaires. Ensuite, l'OACR, grand classique mais qui cependant est moins fréquent. Donc pareil, un moyen mnémotechnique assez pratique pour se rappeler des lésions qui sont visualisées, donc OACR, O pour œdème rétinien, A pour artère grêle et filiforme, C pour macula rouge cerise et R pour rétine pâle. Donc l'œdème rétinien, vous n'allez pas directement le voir au fond d'œil, ça induit une pâleur rétinienne que vous voyez ici. Là on voit que c'est un petit peu blanc par rapport à la normale et notamment par rapport à la périphérie qui est un petit peu plus coloré. Ça va être intéressant notamment en OCT où on va voir un œdème des couches internes, donc des couches internes qui vont être épaissies par rapport à la normale en OCT. Des artères grêles et filiformes, et donc la macula rouge cerise qui est un grand classique qui n'est pas toujours présente. Les OACR au fond d'œil c'est pas toujours évident à voir en pratique, mais on vous donnera bien sûr des fonds d'yeux qui vont être typiques si on vous pose la question, et la rétine pâle comme je l'ai dit avec l'œdème rétinien qu'on voit bien au pôle postérieur ici. Ensuite, la noya, donc la névrite optique ischémique antérieure aiguë, vous avez deux types de lésions principales, l'œdème papillaire et les hémorragies, alors plutôt de type péripapillaire en flamèche. Alors là c'est pas flagrant, vous en avez une petite ici, mais c'est pas évident, c'est évidemment le contexte qui va vous orienter, notamment le déficit altitudinal. Devant une noya, il faudra impérativement faire un champ visuel, donc qui objectivera classiquement un déficit altitudinal, et donc deux types de grandes étiologies. Le grand classique, la noya artéritique, donc liée à une maladie de Horton, devant laquelle il faut faire une VS, une CRP et rechercher des arguments cliniques en faveur d'un Horton, parce que c'est une urgence qu'il faut traiter rapidement par des corticoïdes. En pratique, c'est vraiment urgent. On voit régulièrement des noya ou des OACR d'ailleurs qui se bilatéralisent dans les heures qui suivent, donc il faut vraiment agir rapidement pour éviter une cécité contralatérale. Et l'autre type de noya qui en pratique est le plus fréquent, c'est les noyas non artéritiques avec tous les facteurs de risque d'athérosclérose. À savoir que le pronostic de la noya est classiquement mauvais, c'est-à-dire que la baisse d'acuité initiale va rester et en général il n'y aura pas de récupération. Ensuite, la rétinopathie diabétique, grand classique, je ne vais pas m'éterniser dessus parce que je vous ai fait un topo à ce sujet il y a quelques semaines. Donc à bien se souvenir, les 4 lésions à retenir pour la rétinopathie diabétique, les hémorragies en taches, comme vous voyez un peu partout ici, les microanévrismes, alors qu'on voit par-ci par-là des petites dilatations vasculaires, les dilatations veineuses qui ne sont pas flagrantes ici, et les amyres, les anomalies de la microvascularisation intrarétinienne qui ne sont pas évidentes à visualiser, qui sont des espèces de petits anévrismes avec des vaisseaux anormaux autour. Il faut donc retenir la règle, comme je vous avais dit, du 4-2-1, c'est-à-dire que si vous avez quelques hémorragies et quelques microanévrismes, vous êtes en stade de non-proliférance minime. Si vous avez des hémorragies
dans 4 cadrans ou des dilatations veineuses dans 2 cadrans ou des amyres dans un cadran, vous passez à un stade non proliférant sévère. Et si évidemment vous avez des néovaisseaux, comme c'est le cas à droite, vous avez une rétinopathie diabétique proliférante qui indique donc une photocoagulation panrétinienne. Et quand vous êtes entre l'histoire du 4-2-1 et les quelques hémorragies et microanévrismes, vous êtes en stade modéré. Là, vous avez un stade de rétinopathie diabétique non proliférante sévère, et à droite vous avez donc une rétinopathie proliférante. Ensuite, la rétinopathie hypertensive, qui est moins connue mais qui en pratique est assez fréquente. Donc il faut connaître sa classification en 3 stades. Premier stade, un rétrécissement artériel isolé. Deuxième stade, hémorragie rétinienne, comme vous avez ici, ici et ici. Des nodules cotonneux, vous en avez aussi un certain nombre sur ce fond d'œil. Et des exsudats secs, notamment ici. Et dernier stade, stade 3, un œdème papillaire. Ici vous avez un œdème papillaire qui est sectoriel mais qui est bien présent. Et donc ce fond d'œil est un œil droit avec une rétinopathie hypertensive de stade 3. La DMLA, également un grand classique, avec ici des photos de drusènes, comme on l'a vu tout à l'heure. Là c'est des drusènes plutôt séreux qui sont bien périmaculaires, et là c'est à droite une zone d'atrophie qui est bien circonscrite et localisée dans la région périmaculaire, qui définit donc une DMLA de type atrophique. Pour les DMLA exsudatives, il faudra faire une OCT. L'exsudation est difficilement visible au fond d'œil, on la voit mieux avec donc du liquide sous la rétine. Et deux autres petits exemples qui sont assez classiques. À gauche, vous avez ce qu'on appelle une maculopathie en œil de bœuf, qui est vue notamment avec les antipaludéens de synthèse, qui est bien là aussi localisée au niveau maculaire. Et à droite, une image que vous voyez moins souvent, mais qui pourtant en pratique est très fréquente, c'est les décollements de rétine. Alors là, vous avez un décollement qui est supérieur, et là on voit quelques déchirures. Donc c'est un décollement qu'on appelle rhegmatogène, contrairement au décollement notamment de type exsudatif. Et là, on a une macula qui est préservée, qui n'est pas décollée, donc c'est un facteur de bon pronostic. Les décollements de rétine s'opèrent en urgence dans les jours qui suivent. Alors il y a différents types de traitements, la chirurgie de rétine est quelque chose d'assez compliqué, mais en général ce qu'on fait, c'est qu'on fait une vitrectomie, on enlève le vitré et on met du gaz à l'intérieur pour aller bien replaquer la rétine, tout en faisant une cryoapplication de la rétine, c'est-à-dire qu'on va aller appliquer par voie transclérale du froid au niveau de ces déchirures pour un petit peu les coaguler et éviter qu'elles se redécollent. Voilà pour ce petit cours sur l'interprétation du fond d'œil et les différentes lésions et pathologies diagnosticables avec un fond d'œil. J'espère que ça vous aura été utile et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.